Île Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix de ceux qui y vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude, parce qu'il n'est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Île Maurice, mon amour. 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 Il n'y a pas de petite violence. Depuis l'enfance, Mélanie vit et assume son combat. À 21 ans, elle aide à construire des baraques de fortune dans les quartiers les plus pauvres de l'île. À 24 ans, elle œuvre dans les ghettos mauriciens après les émeutes provoquées par la mort du chanteur Kaya. Aujourd'hui, Mélanie a 44 ans. Elle est psychosociologue investie dans la défense des droits des femmes et des enfants. Avec Mélanie, c'est une voix engagée que nous écoutons. Ce qui est très important, en fait, cette égalité, en fait, qu'on a en tant qu'être humain, dans notre cœur, nos tripes. Oui, on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes chances de départ, c'est clair. On n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas le même compte bancaire. Mais j'ai ce souci d'aller au-delà et d'inviter l'autre à aller au-delà. Je m'appelle Mélanie. J'ai 44 ans, je suis psychosociologue. Je suis très engagée dans mon pays, dans la lutte contre les inégalités sociales. Je suis aussi maman, je suis citoyenne mauricienne à 2000%. Alors, enfant à l'île Maurice, on ne peut pas parler d'une enfance à l'île Maurice, parce qu'il y a tellement de différentes manières de vivre, d'être enfant à l'île Maurice. Mais moi, mon enfance à l'île Maurice a été assez privilégiée. J'ai eu la chance d'avoir à manger tous les jours, d'aller dans une école dans laquelle il n'y avait pas de violence, d'être soignée correctement. Donc, une enfance privilégiée par rapport à la majorité des enfants mauriciens. Et tout en étant quand même très consciente, en fait, des réalités d'autrui, autant que j'en avais accès, en tous les cas, en tant qu'enfant. Mais une enfance à l'île Maurice, c'est aussi être pieds nus. Et une enfance dans le nord de l'île, c'est avoir chaud, c'est être au soleil, c'est être en contact avec la nature, avec les oiseaux, avec avoir les pieds sur l'herbe, d'être en connexion de manière assez spécifique avec cet environnement, en fait, qui est quand même sécurisé, parce qu'on est quand même dans un pays safe, dans un pays qui est quand même plutôt harmonieux, malgré les difficultés. On était dans une toute petite école avec donc les mêmes enfants en classe de l'âge de 5 ans à l'âge de 15 ans, donc avec des liens spéciaux et aussi cette chance d'être, même si c'était dans une école privée, donc privilégiée, mais quand même cette chance de vivre en fait dans l'interculturalité, la pluriculturalité mauricienne. Ça a été précieux en tant qu'enfant et c'est toujours précieux en tant qu'adulte. Depuis qu'on est enfant, enfin tout petit, nous on est 4. En fait, on était 3 longtemps et puis 4 dans ma fratrie. Et on a toujours été invités en fait à partager ce qu'on avait. À prendre conscience des réalités un peu d'autrui. Il y avait des cyclones, il y avait des dons de vêtements ou des dons de vivre, en fait. Et je sais qu'à 10 ans et demi, je sais que je voulais faire du travail social et que je voulais être psychologue. Absolument, que j'étais en tous les cas déjà consciente qu'il y avait, je sais pas, des grandes inégalités et pas mal de souffrances ou je sais pas ce qui a fait, est-ce que c'est quelque chose de ma personnalité ou de ma sensibilité qui m'a fait m'ouvrir à l'autre et être peut-être plus en contact en fait avec autre chose ou d'autres vies et d'être interpellée par les maisons qu'on voyait aussi autour de nous. Nous, on avait une maison en béton, en ciment, ce qui n'était pas le cas
de beaucoup. Donc, j'étais habitée aussi par ça, à voir ces réalités différentes. Il y a eu des rencontres, en fait, qui ont changé celle que je suis, et heureusement. Oui, il y a eu des rencontres, il y a eu des rencontres en amitié. Beaucoup, ça a été hyper précieux dans ma vie. Parce que il y a pas si longtemps, c'est une copine hindoue m'a dit ton seul défaut, c'est d'être blanche. Euh, que je trouvais super intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de stéréotypes et de préjugés très forts encore et heureusement en fait que j'ai eu ces amitiés qui ont été hyper précieuses dans ma vie, qui m'ont permis d'aller complètement au-delà de sortir de ce carcan blanc mauricien où on peut être assez étroit en fonction de l'éducation qu'on a. À Maurice, il y a une pluriculturalité. On vit plus ou moins en harmonie les uns à côté des autres, mais il y a peu de mélange réel. Il y a peu de réelle inclusion, en fait, des différentes personnes et des différentes cultures. Et grâce à ces amitiés, j'ai découvert vraiment plein de choses. J'ai vraiment eu une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit, une ouverture intellectuelle, mais surtout humaine. Arrivée, oui, au lycée où donc j'avais vraiment plusieurs amis de différentes communautés et je suis sortie avec un hindou. Ça fait 26 ans, donc ça date un peu. Le contexte était autre, mais oui, ça a été compliqué, même si ça a été très dur parce que ce que j'ai pu entendre de différentes personnes proches, ce qui ont en tous les cas eu le courage de me dire ce qu'ils pensaient, ça a été dur, ça a été des propos très durs et ça a été aussi une expérience de vie qui a été très riche, très forte, en fait, d'aller au-delà de ce que je pouvais avoir entendu ou appris pour vivre ce que j'avais envie de vivre, ce qui me semblait important, ce qui avait du sens, et de voir surtout au-delà de l'éducation, de ça, effectivement, à 17 ans, c'était une expérience riche. Alors, je finis mon lycée à Maurice. J'avais 17 ans et je voulais absolument aller à Paris. Et je voulais aller loin de Maurice et respirer et être libre et découvrir. J'avais eu la chance à 16 ans d'aller à Paris, donc de déjà goûter à cette immensité, cette ouverture de culture, le Louvre, la Seine, les quais, enfin tout ce qui était complètement... qui était très loin de ma réalité, mais qui était vraiment... Waouh! J'adore mon pays, je trouve très beau. Alors aujourd'hui, j'ai un autre regard à l'époque aussi, parce que j'étais adolescente et j'ai tout fait. Je trouvais sclérosant et un manque d'ouverture sur l'autre. Et on n'était qu'une petite île, mais... Donc à 17 ans, je voulais partir et je voulais arriver à Paris et je voulais... marcher dans la rue sans connaître personne et absolument faire de la psychologie. Donc j'étais ravie de partir, ravie d'arriver à Paris. Même si c'était très dur, il faisait froid. Je quittais mon dernier petit frère de qui j'étais très très proche et c'était très dur de le laisser. Et je me rappelle en fait la dernière réunion, enfin apéro de potes, la veille de mon départ. Et en fait, quand j'ai dit au revoir à un ami, et là je me suis dit et j'ai dit à haute voix, c'est la fin. Et là, c'est une autre étape. Arriver à Paris, quand on a 17 ans et qu'on est mauricien, c'est beaucoup de chance, donc de gratitude par rapport à cette expérience et cette ouverture, et très difficile aussi parce qu'on passe des heures à la préfecture et que avec les papiers qui sont jamais assez bien ou assez remplis, c'est très dur aussi pour moi en tous les cas, ça a été très dur de faire face à ce climat rude. Et surtout, au-delà du climat, donc ce froid, mais cette absence de lumière, en fait. Ça a été très dur
Je me rappelle ma première année à Paris, c'était 10 jours sans soleil et sans lumière. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, en fait? Et c'est vraiment là de prendre conscience de cette différence, en fait, de beauté et de lumière qu'on a à Maurice. Ce qui m'a pesé après, mais ça, c'est pas en arrivant à Paris, c'était aussi après, c'est peut-être ce manque de chaleur, pas peut-être, certainement, ce manque de chaleur humaine ou d'inclusion, parce que j'étais à l'université, moi, donc c'était beaucoup de personnes, très peu de contacts, enfin, en tous les cas, en psychologie, à l'époque, c'était comme ça. Bon, après, c'était, tu ouvres ta bouche et puis, les gens rient de mon accent mauricien, parce que c'est un accent qui est autre. Et pour autant, il y avait vraiment cette beauté de cette ville et de cette chance aussi d'aller écouter des concerts, que ce soit dans les églises, sur les quais. Je me rappelle ma première année, j'étais dans un foyer, mais en allant marcher jusqu'à la Seine, sur le pont Alexandre III, c'était juste tellement beau et ça venait souvent contre la beauté de Paris et cet accès à la culture et à juste passer au détour d'une ruelle, de voir une expo. Ça a beaucoup compensé, en fait, cette difficulté, ce froid ou peut-être ces moments de manque de lumière, de clarté, de solitude. Mes études de psychologie ont aussi coïncidé avec, et heureusement d'ailleurs, avec une grosse remise en question aussi. Donc, je fais quoi? Je vais où? J'avance comment? De quelle manière, en fait? J'avais cette grosse remise en question et je me disais, je commence mes études de psycho à 17 ans et puis j'aurais terminé à 21 ans et qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que j'ai compris? Et qu'est-ce que j'ai compris de la vie? Et ce qui a fait que j'ai fait un temps de pause dans mes études. J'ai eu ma licence. J'ai fait une demi-maîtrise et là, j'ai tout plaqué en plein milieu pour aller faire du travail social. Donc, à la base, je voulais aller en Afrique et finalement, je suis allée à Madagascar. J'habitais dans un centre de sans-abri, je donnais des cours de français, je travaillais dans une garderie et en prison. Et là, ça m'a permis d'être en contact avec une réalité autre et de sortir un peu de cette théorie de concept qui est hyper importante, mais qui ne m'a plus suffi à ce moment de ma vie, à 20 ans et 21 ans, où j'avais besoin vraiment de m'ancrer dans autre chose. Et c'est après que j'ai eu mon diplôme, donc, que j'ai repris une maîtrise et un DESS, donc master aujourd'hui. Mais ça a été après ce parcours, avec cette pause à Madagascar, cette pause à Maurice où j'ai travaillé, j'ai enseigné donc dans une école privée où j'ai été confrontée aussi à ces inégalités sociales énormes et je me suis dit, là, j'ai du sens à apporter. Mais comment je donne du sens à mon travail, là, avec des enfants d'un milieu très favorisé? Et il y a vraiment eu quelque chose, je pense, qui s'est passé, en fait, donc qui commençait déjà à émerger en moi, enfin, déjà depuis longtemps, parce que je voulais faire du travail social et faire de la psychologie. Et en étant du coup enseignante, de quelle manière j'arrivais à transmettre du sens et de l'essentiel, enfin ce qui pour moi était essentiel, à ces jeunes enfants que j'avais en face de moi. Donc c'était important pour moi de leur transmettre ça, c'est que oui, voilà, on a de la chance d'avoir... nous, on a de la chance d'avoir plein de choses et puis il y a d'autres qui vivent d'autres réalités. Donc... Alors, mon message par rapport à certains parents de l'école du Nord, déjà celle que j'étais à poser question, parce que je suis arrivée un jour et je m'étais rasé la tête. Donc, déjà, ça pouvait heurter par rapport à ce que je pouvais dégager, avec des longs cheveux blonds et puis du jour au lendemain, une tête rasée. Et puis, une prof, qui avait ce souci, c'était de dire... on est dans un pays où il y a plein de réalités différentes, on est dans des familles et il y a plein de familles différentes, de couleurs de peau différentes, de religions différentes, de manières de manger, de voir différentes et c'est une richesse. Donc c'était, en tous les cas, c'est ça qu'à 21 ans, 22 ans, je voulais transmettre en tant qu'enseignante. Et en parallèle donc de ce travail, je faisais beaucoup de travail social aussi, donc sur le terrain pour connaître un peu cette réalité
dans quoi les gens vivaient à Maurice et dans quoi les enfants vivaient à Maurice. Et on a créé un groupe aussi de copines après les émeutes en 99, les émeutes de Kaya, où il y avait beaucoup de haine raciale, intercommunautaire, et avoir travaillé, donc c'était les samedis, 2 samedis par mois, on était avec les enfants aussi pour recréer ces liens, et des enfants de milieux très défavorisés aussi, mais là où il y avait eu des émeutes, ou les émeutes, par exemple, à Goodlands, ça avait été aussi très forte. Donc, de quelle manière on recrée du lien à travers l'art, ou à travers les chansons, à travers les jeux. Donc, ça a été, oui, toujours là, en filigrane de ma vie. On a été 4... pendant presque 2 ans, franco-mauricienne a travaillé à Goodlands. On avait plein d'enfants, un samedi sur 2, en activité. Bien sûr que les préjugés, les stéréotypes ont été très forts et le sont toujours pour certains, d'arriver, d'être franco-mauricienne, d'être blanche là, et éventuellement d'avoir une voiture ou de parler créole, peut-être avec un accent plutôt blanc-mauricien, parce que c'est pas tellement franco-mauricien qu'on dit ici, c'est plutôt blanc-mauricien ou blanc. Et ce qui est très important, en fait, cette égalité, en fait, qu'on a en tant qu'être humain, dans notre cœur, nos tripes. Oui, on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes chances de départ, c'est clair, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas le même compte bancaire, mais j'ai ce souci d'aller au-delà et d'inviter l'autre à aller au-delà. Et c'est ça que les gens ont senti, les parents, en fait, à Goodlands. On était avec eux et en train de faire des activités avec leurs enfants, et on était là avec. Et être avec est une composante importante dans ce en quoi je crois. Je prête ma voix, VOIE et VOIX, à l'intérêt de l'enfant en priorité. Je suis très soucieuse des injustices, en fait, de l'absence de protection des enfants. Et surtout, en fait, de la méconnaissance des droits. Pas des droits seulement en termes légaux, mais des droits humains, que ce soit en tant qu'être humain de manière générale, mais aussi des femmes et des enfants. Beaucoup. J'ai ce souci de transmettre, et je le fais beaucoup dans mes formations sur le terrain, d'essayer de partager, au fait, à mes vis-à-vis, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de l'importance, qu'ils ont le droit de dire non, ils et elles, bien entendu, ont le droit de s'exprimer, de dire qu'ils sont pas d'accord, de faire entendre leur voix. Et c'est compliqué dans notre contexte mauricien de faire entendre sa voix, parce que le système éducatif mauricien n'invite pas beaucoup à ça, est en train de changer, mais n'invite pas beaucoup à remettre en question les définitions, ce qu'on a pu entendre, notre éducation. C'est important qu'on puisse dire non quand on est fatigué, qu'on puisse se faire respecter, qu'on puisse se faire entendre, qu'on puisse ne pas accepter d'être victime de violence. Et je reste convaincue que, alors, agir en plaidoyer est important, agir en termes de campagne est important pour faire connaître et sensibiliser sur la problématique, sur ces problématiques, et surtout sur les conséquences de la souffrance, en fait, des personnes qui sont victimes de violences. Et aussi d'agir en parallèle sur le terrain, auprès des gens, pour dire non, la violence n'est pas normale et on peut faire autrement. Même si le chemin est très long, il y a quand même aujourd'hui certains résultats de prise de conscience, de gens qui viennent dire oui, mais c'est vrai que j'avais l'habitude de taper mon enfant, mais je prends conscience que ça sert à rien et qu'il faut que j'apprenne à parler, à expliquer. Ou plusieurs femmes qui sont venues me voir en me disant oui, j'ai vraiment pris conscience que j'avais de la valeur et que j'étais pas obligée d'avoir une relation sexuelle par devoir conjugal, mais que je pouvais le souhaiter. Moi, je prends conscience de moi en valeur. Moi, pas t'y connais, moi, tiens en valeur. Moi, pas t'y connais, moi, t'y gagne droit. Les droits de dire c'est qui m'a lait, c'est qui m'a senti, c'est qui m'a pensé, quand m'a fatigué. Et aujourd'hui, moi, je comprends qui m'a en valeur, moi, je comprends qui m'a capable d'être respecté. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ma voix, donc VOIE, et ma voix VOIX, parce que j'ai vraiment ce souci de ne pas me taire, en fait, dans les situations de violence, et de ne pas être complice de ces situations de violence, et d'essayer ce que je peux, à mon niveau, peut-être à ma place de psychosociologue, à ma place de citoyenne ou d'éducatrice, de maman,
de dire on peut faire autrement. Et on doit faire autrement. Avec une population de 1,2 million, avec 306 000 enfants dans notre République, on est capable de faire autre chose et on est capable de faire un changement et d'apporter un changement. Être psychosociologue à Maurice est fondamental pour moi. Une meilleure compréhension des problématiques permet d'outiller les gens, en fait. Et dans la violence, par exemple, les recherches montrent bien que la prise de conscience de la souffrance des personnes victimes augmente les chances de diminution de récidive. Donc, en fait, plus on est en train, en fait, de dire aux gens, mais la violence, c'est grave. Une claque, ça fait des dégâts sur un enfant. Enfin, ça fait des modifications chimiques de l'ADN et les paroles humiliantes peuvent détruire les neurones chez les enfants. Et de venir transmettre ces informations aujourd'hui contribue à une prise de conscience de « OK, je prends conscience de ça et on peut faire autrement ». En tant que mauricienne, en fait, parce que je me sens profondément mauricienne, j'ai un amour pour mon pays qui est viscéral et j'ai cette conviction que chaque petit pas, en fait, que nous sommes appelés à faire, mais que, bon, moi, c'est ma responsabilité fait une différence. Et je crois au changement. Je vais peut-être pas être témoin de ces changements, moi, ou peut-être que si j'ai des petits-enfants ou arrière-petits-enfants, peut-être qu'eux, ils verront. Mais je crois vraiment foncièrement au partage, à la transmission, donc à l'empowerment, en fait, des gens, d'avoir contribué à ce que quelqu'un, parce que c'est l'autre qui est en chemin, mais avoir été juste témoin de vie de certaines personnes qui auront pris conscience qu'elles ont de la valeur, ils, en tant que personnes, qu'ils ont de la valeur et qu'ils méritent d'être aimés et qu'ils méritent d'être respectés et qu'ils méritent d'être protégés. Alors oui, j'ai gagné. J'ai apporté de la lumière dans mon pays et c'est pas grave que ce soit une seule étincelle de lumière ou deux. Et c'est pas grave que j'ai fini ma vie avec ça, mais j'aurais au moins apporté ça. Et ça, c'est important pour moi. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Mélanie, dites-le nous avec des étoiles et retrouvez-nous dans 15 jours avec Amrich. Ce podcast des Hôtels Attitude a été conçu par Fleur Chrétien. Île Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice, mon amour. Il Maurice, mon amour.